Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Flotte, petit drapeau, flotte, flotte bien haut. Sors le grosse volet, car je vais te violer. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, hein. On n'arrête pas de le répéter, nous sommes en guerre. Mais quelle guerre ? De quoi s'agit-il ? De quoi cette guerre est-elle le nom ? Attaque de la diligence ? Non, attaque d'un fourgon pénitentiaire. 2 morts, 3 dans un état très très grave. Pronostic vital engagé. Oui, voilà, ça s'est passé hier, effectivement, au péage d'Incarville. On va en parler avec Xavier Offert, avec le criminologue Xavier Offert. Et au fond, alors aujourd'hui, évidemment, on s'envoie des invectives, où on essaie d'expliquer, on essaye de plus jamais ça, etc., comme d'habitude. Et puis, on va recevoir aussi une petite liste qu'on appelle les petites listes, évidemment. On les entend pas, les petites listes, elles sont invisibilisées. On va recevoir Georges Guzmanovic, tête de liste de Nous, le peuple, avec Nadia Remedna. Que veulent-ils ? Auront-ils des députés aux élections européennes ? Eh bien, écoutez, on va en parler avec eux. Pourquoi ? Alors, c'est très bien, on a vu énormément de gens porter la flamme olympique depuis l'Olympe, bien sûr. Et puis à Marseille, il y a eu le chanteur Jules, il y a eu des drag queens, il y a eu de tout, il y aura de tout aussi à Paris. Mais on n'a pas entendu quelqu'un, quand même, Zinedine Zidane. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il soit là ? Peut-être, ça aurait été pas mal. Et puis le mur des justes, à côté du mur de la Shoah, à saccager à Paris. Pourquoi ? Comment ? On va en parler. Et puis, puisque nous sommes à quelques semaines des élections européennes, à moins d'1 mois, Jean-Louis Zambert, un journaliste indépendant, a fait une enquête remarquable, passionnante, polémique évidemment. Ça s'appelle Bilan Noir, l'Union européenne, d'après lui, contre la France. L'Union européenne contre la France. Pourquoi ? Guerre ou paix sur le continent ? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pas dans n'importe quel état. Qu'est-ce qui s'est passé entre le tribunal de Rouen et la maison d'arrêt d'Évreux? Retour d'un détenu multirécidiviste condamné pour vol avec effraction, mise en examen pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort. Et au péage d'Incarville, il s'est passé ce qui s'est passé, vous l'avez entendu depuis hier. Pourquoi ? Comment ? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Enfant de la chance, évidemment, vous avez reconnu la chanson de Serge Gainsbourg, dites-leur de casser la gueule aux dealers. En attendant, ce sont les amis des dealers qui cassent la gueule, qui tuent des policiers, des agents. Alors on sait ce qui s'est passé depuis hier, effectivement. Hier, ces hommes qui s'en sont pris au convoi pénitentiaire chargé du transfert des détenus, hier mardi donc, le détenu qui a pris la fuite avec les assaillants, il n'est toujours pas, à l'heure où on parle, toujours pas retrouvé. Donc 2 véhicules s'occupant du transfert des détenus, un 4x4 qui bloque en plein péage, il y avait d'ailleurs des gens tout autour. La scène a été filmée dans son intégralité. Et là, ils n'ont pas menacé de leurs armes, ils ont tiré. Ils ont tiré tout de suite. Les bons malfrats, voilà, tués. Encore une fois, 2 personnes mortes, 2 personnes en état, effectivement, de danger, enfin en état de presque de mort, hélas. Et voilà, ils étaient 5 en tout. Et Mohamed Amra, dit la mouche, est aujourd'hui en cavale. Et voilà ce qu'on peut dire, mais on a beaucoup plus de choses à dire. Bonjour Xavier Offert. Bonjour.
vous êtes criminologue, vous avez écrit plusieurs livres, et effectivement, toujours faisant montre d'une lucidité certaine. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, il y a plusieurs choses qu'on peut se poser. Le convoi pénitentiaire, disons, n'avait pas d'escorte de la police ou de la gendarmerie, on explique qu'une escorte n'est pas systématique et été déployée à la demande de l'administration pénitentiaire. Deuxièmement, on sait aujourd'hui que le convoi, pas de fourgons blindés. Les fourgons blindés, c'est bien pour les transports d'argent, mais pour un certain nombre de délinquants, on estime que c'est pas nécessaire d'avoir des fourgons blindés. Deuxièmement, je vous donne juste les mitraillettes A13 ou AR-15 comme fusée AR-15 en provenance d'où vous avez d'ailleurs avant cet attentat, avant ceci, évoqué la chose de Xavier Hofer déjà. Et donc, on se dit, il y a quand même des questions où on savait déjà et on sait déjà, vous allez me dire que l'attaque de la diligence, hélas, quand elle est mortelle, ce n'est pas nouveau. Mais à ce niveau, est-ce qu'on ne savait pas déjà et pourquoi on n'a pas pris un certain nombre de précautions, Xavier Hofer? Je pense que le meilleur moyen de ne pas comprendre une situation, c'est de prendre le petit bout de la lorgnette. Il faut prendre un pas de recul, regarder ce qui se passe en général et voir quels sont les résultats sur le terrain d'une politique ou d'une absence de politique. Il semble clair maintenant, sous nos yeux, à voir ce qui se passe ces derniers jours en France et alentour, que l'ordre public n'est plus maintenu. Vous avez les attentats du FLNC qui ont pris en Corse, vous avez la Nouvelle-Calédonie qui est à feu et à sang, vous avez dans les rues, jour après jour, des émeutes qui éclatent, certaines naturellement plus localisées et moins graves que celles qui ont coûté à peu près 1 milliard d'euros aux contribuables fin juin et début juillet 2023. Mais le diagnostic, les criminologues sont des experts. Que font les experts? Ils font des diagnostics, comme le médecin, comme le garagiste. Le diagnostic est simple. Nous avons une équipe au gouvernement qui ne sait plus maintenir l'ordre public. Alors, chaque fois qu'il y a un drame comme ça, ils poussent les hauts cris. Ils disent c'est bientôt fini. Vous allez voir. Ça ne va plus se renouveler. C'est fini. En fait, voilà. Et puis après ça, ils passent à l'ordre du jour. Donc, vous savez, les criminologues. Donc nous, naturellement, dans des conditions bien précises et avec des précautions considérables, on voit les bandits, on voit des malfaiteurs, des dealers, des caïds. Eh bien, ces gens qui sont sur le terrain, qui gagnent parfois des dizaines et des centaines de milliers d'euros par semaine en vendant de la drogue, les gens qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, ils n'en ont pas peur, ils les prennent même pas au sérieux. Voilà. Donc, conséquence particulière, quand un deuxième couteau, comme celui qui a pris la fuite, là, le Amra, Lamouche, Mohamed Amra, veut s'évader, eh bien, il fait venir ses copains. Alors, la différence entre des dealers de hashish et des dealers de cocaïne, c'est que les dealers de cocaïne, ils consomment à leur usage personnel une partie de ce qu'ils vendent. Donc, ils sont dans un état d'excitation terrible. Et au lieu de retenir les coups, ils flinguent tout de suite et ils fusillent les gens. Voilà, ils laissent des fonctionnaires de la pénitentiaire morts par terre ou blessés très graves, sans hésiter une seconde, parce que s'agissant du milieu criminel, à l'heure actuelle, le milieu criminel, il n'est plus maté, c'est-à-dire qu'il n'a plus peur. Voilà. Sentiment d'impunité, Xavier Hofer, quelque part, sentiment d'impunité? Oui, mais plus que ça, c'est le sentiment exaltant de on peut faire ce qu'on veut, il ne nous arrive rien. Comprenez, le milieu criminel, ça il faut bien que vos auditeurs le comprennent parce que c'est essentiel. Le milieu criminel, il n'est pas coupé de la société. Les caïds qui gagnent des 50 ou 100 000 euros par semaine, ils ont des avocats. Les avocats, ce sont d'anciens collègues de Monsieur Dupond-Moretti, des avocats pénalistes, des gens comme ça. Et ces avocats-là savent très bien ce qui se passe dans la société. On le sait parce que l'un d'entre eux avait un peu mordu la ligne jaune, c'est-à-dire que au lieu d'être avocat de caïd, il était devenu leur complice. Et une fois, une interception téléphonique, l'avocat Ripou téléphone à un caïd et lui dit « Arrête Momo, ça va taper, tiens-toi tranquille pendant 15 jours. » Donc, quand il y a des fameuses opérations place nette, les bandits le savent. Et deuxième raison pour laquelle les bandits
connaissent bien l'état de la société, c'est qu'ils vendent de la cocaïne à la bonne société. Quand vous vendez de la cocaïne à un des meilleurs amis de Monsieur Macron... Ils ne vendent pas la cocaïne à des SDF, ça on le sait, oui, c'est clair. Ben voilà, à 60 € le gramme, ça effectivement, c'est pas possible. Ouais. Donc quand vous avez un des complices, l'homme chez qui le parti de Monsieur Macron a été fondé, En Marche, qui s'appelle Monsieur Bigorne, qui a fini par diriger une fondation libérale qui s'appelle l'Institut Montaigne. Et quand il se fait arrêter par la police pour avoir mis de la drogue dans le verre d'une dame pour après ça abuser d'elle, il dit, vous comprenez, j'étais pas dans mon assiette parce que je prenais 4 grammes de cocaïne par jour. 4 grammes de cocaïne par jour. Ça fait à peu près 70 000 à 100 000 € de cocaïne par an. Mais Xavier Revert, oui, voilà. Effectivement, non, l'état que vous décrivez, hélas, est un état effectivement réel et réaliste. Mais sans prendre par le petit bout de la lorgnette, quand même, tous ces gens-là, c'est presque qui nous gouvernent, que ce soit Macron ou avant Macron, hein, il ne s'agit pas on est d'accord, il ne s'agit pas de le pointer, mais comment il se fait que ces gens qui ne sont pas complètement quand même, je ne sais pas, qui ne sont pas complètement idiots, ne voient pas que quand on fait des transports comme ça, ils ne pensent pas qu'il peut y avoir ça? Pas de fourgon blindé, pas d'accompagnement gendarme, pas etc. On laisse, on va voir, il va rien se passer, tout va se passer bien. C'est ça qui est étonnant. Tout se passe, et je vous rejoins là-dessus. On dit oui, écoutez, ça se passe, c'est presque un fait divers, mais je vous assure, ça se renouvellera pas. Qu'est-ce qui fait cette négligence totale? Ils savent très bien qu'ils sont armés, comme vous le dites. On sait très bien que tous ces gens-là sont armés, sont prêts à flinguer, à défourailler tout de suite. On ne fait rien? On n'y pense pas? C'est ça qui m'étonne aussi. Le problème n'est pas celui de la police, de la gendarmerie et de la pénitentiaire. Nous avons des forces de sécurité, les 3 que j'ai énoncées, plus les douaniers, etc., qui sont les meilleurs d'Europe. Ce sont des gens bien formés, bien préparés, sérieux professionnellement, mais le problème est double, ils sont mal commandés au sommet et mal financés. Voilà, la justice n'a pas la moitié de l'argent qu'elle devrait pour fonctionner normalement. Songez qu'en France, le nombre de procureurs par unité de 100 000 habitants est moins élevé qu'en Albanie. On a moins de procureurs par 100 000 habitants qu'en Albanie. On a une justice qui est clochardisée. Elle n'a pas les moyens de travailler. Et deuxièmement, les gens au sommet, dans la configuration actuelle, Monsieur Macron, Monsieur Attal, Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Darmanin et quelques autres, ne connaissent pas le milieu criminel. Ils ignorent ses réactions. Ils en pensent des choses, ils ont des choses dans leur tête, généralement tirées du fait qu'ils ont vu le film Le Parrain à la télé, mais ils ne connaissent pas le milieu criminel. Mais attendez, Xavier Revert, excusez-moi. Vous dites ils ne connaissent pas le milieu criminel. Ils n'ont pas des gens, des Xavier Revert ou autres autour d'eux pour leur dire qu'il se passe des choses. C'est ça qui me paraît hallucinant. Moi, je veux bien qu'on ne connaisse pas, on peut pas tout connaître. On veut bien qu'ils n'aient pas fréquenté, qu'ils ne soient pas eux-mêmes criminologues ou policiers. Enfin, ils n'ont pas des conseillers, ils n'ont pas des gens autour d'eux pour leur dire voilà ce qui se passe dans la réalité. Bien sûr que si, mais ils les écoutent fort peu. Et en revanche, ceux qui sont chargés de leur communication, des journaux, des médias, etc., ils les écoutent beaucoup. Donc chaque fois qu'une mesure précise doit être prise, il y a toujours un gourou de la com qui dit « Oh là là, attention, tu vas perdre un point dans les sondages », et auquel cas, il recule. Voilà. Donc la situation actuelle est la suivante. Monsieur Darmanin est tout sauf idiot. Quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, il a compris que la situation de la France était irréparable d'ici les élections de 2027, que toute opération de reprise en main, quel que soit le domaine, que ce soit en économie, dans les finances ou en matière de sécurité, adopte la forme d'une courbe en J. Vous savez, la courbe en J, ça va d'abord vers le bas et après ça remonte. Donc la courbe en J, si on commence à taper à l'heure actuelle sur le milieu criminel, on sera en bas de la courbe en 2027. Alors ils le font pas, ils font semblant. Ils font des opérations place nette et ils récitent leur chapelet tous les matins en pensant, en espérant, en priant le Seigneur que ça ira bien. Et ben des fois ça va pas bien. Et puis donc c'est ce qui se passe avec les 2 morts de la pénitentiaire. C'est encore une minute, Monsieur le Bourreau, encore une minute. Épargnez-nous avant le prochain sondage. C'est ça, hein. Xavier Revert, juste avec nous avons un auditeur justement qui intervient sur ce sujet. Ça fait réagir, ce drame fait réagir puisque c'est Philippe qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour.
Oh là là, mon Dieu, mais encore une fois, on marche sur la tête, là. C'est juste pas possible. Que faisaient ces agents pénitentiaires dans un J5 transportant des personnes dangereuses? Mon Dieu, les TRS pour les gilets jaunes, pour les manifestants, ont des véhicules blindés et nos agents pénitentiaires roulent en J5. Non, c'est juste pas possible. Il y a vraiment une responsabilité là du gouvernement qui pour moi est manifeste et comment dire, je vous rejoins tout à fait. Comment dire, Monsieur Bercoff, les attaques de diligence, ça existe depuis que le monde est monde. Ben, bien sûr. Bon. Non, mais on est d'accord, mais vous voyez, Xavier Refer, on revient à ça. Et c'est vrai ce que vous décrivez, on voit très bien ce que vous décrivez. Mais encore une fois, je répète, et je suis pas le seul, c'est que à ce niveau de violence où on est, et ce n'est pas nouveau, ça fait, vous le savez mieux que personne, ça fait 30 ans ou 40 ans que les choses sont là, la France Orange Mécanique, etc., etc., etc. Comment il se fait qu'on ne pense pas que si on va trimballer quelqu'un du tribunal de Rouen à la maison d'arrêt d'Évreux, il peut y avoir, ça peut arriver, et c'est ça, moi, c'est cet aveuglement, parce qu'on veut bien que la pauvreté, on veut bien l'économie, on veut bien tout ça, mais alors à ce moment-là, dites-le, faites du télétravail. Pourquoi ils ont déplacé des gens? Ils auraient pu le faire à ce moment-là par Internet. C'est ça qui est incompréhensible, enfin incompréhensible, qui est terrible, quoi. Non, c'est clair. Quand vous avez des responsabilités au sommet, j'ai travaillé avec plusieurs ministres, j'en ai fréquenté de très près. Quand vous êtes ministre de quoi que ce soit ministre de la marine marchande ou de l'intérieur, on vous annonce un drame, un désastre, une sécurité ou une calamité à peu près toutes les 5 minutes. Ouais. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires du sommet ouvrent le parapluie et disent « Ah mon Dieu, attention, c'est grave, etc. » C'est toutes les 5 minutes. Alors, de deux choses l'une, quand vous êtes ministre, soit vous devenez fou et on vous met à Charenton, ou alors vous avez le cuir, après ça, extrêmement épais. Donc, on vous annonce un drame, on vous dit « Mais si on fait pas ceci, il va se passer ça. » Oui, bon, je l'ai entendu 500 fois. Et donc, dans ces conditions-là, les gens, les ministres, quelques diplômés qu'ils soient et avec toutes les qualités du monde, ce sont des êtres humains. L'être humain ne prend conscience des situations de danger que quand il les a éprouvées lui-même. Monsieur Hollande, notre précédent président, était un permanent du Parti socialiste, il n'avait jamais vu un voyou de sa vie, et monsieur, donc maintenant Macron, c'est un banquier. Donc, bah oui, dans le monde où il est, ces horreurs-là n'existent pas. Donc il faudrait attendre que messieurs Hollande ou Macron soient eux-mêmes, ou dans leur famille, ou dans leurs proches, agressés pour qu'ils commencent à comprendre. Dis donc, je ne souhaite rien de tel, naturellement. Mais quel constat, quand même, quel constat. Xavier, pour terminer sur ce point, deux mots, il faudrait simplement qu'ils écoutent les gens extrêmement compétents qu'ils ont dans le grand entourage. Enfin, imaginez le cabinet du ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est les motifs de communication qui l'emportent sur la réalité criminelle. C'est ça le problème. Ouais, mais c'est un constat c'est tragique. Juste un mot, restez avec nous, Xavier Refer. Après cette petite pause, on va dire qu'est-ce que quand même, on pourrait faire au-delà de leur faire comprendre et leur déboucher les oreilles et les yeux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pratiquement par rapport à ces situations-là qui effectivement ne sont pas nouvelles, mais toujours tragiques. Et puis si vous voulez continuer à réagir, vous connaissez le numéro 0826 300 300 pour poser vos questions, pour intervenir dans l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Xavier Refer, criminologue. Et Xavier Refer a supposé maintenant que nous ayons, allez, rêvons un peu, que nous ayons des hommes politiques qui sont effectivement des êtres humains, qui sont très occupés, qui ont des tas de choses, et qui se disent oui, mais bon, écoutez, ça arrive et on va faire. Quel serait très concrètement aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé là, mais qui se passe et qui se passera, hélas, il faut le dire et c'est terrible, mais
qu'est-ce qu'il y aurait à faire, je ne dirais pas pour résoudre le problème, on va pas résoudre le problème comme ça d'un coup de cuillère à peau, mais des choses de base. Par exemple, ce matin, j'écoutais Éric Zemmour qui disait déchéance de nationalité, remigration, d'autres qui disaient mais écoutez, c'est pas possible, pas possible de ne pas faire au moins des fourgons blindés, de pas avoir la gendarmerie, etc., etc. Vous diriez quoi très précisément en disant voilà, monsieur le ministre ou monsieur le président ou monsieur etc. Il y a ça à faire et ça vous pouvez le faire. Alors, d'abord, premièrement, on ne fait pas un diagnostic en employant des mots ou des concepts qui sont pas les bons. J'entends dire depuis hier à droite et à gauche, c'est la guerre. C'est pas vrai, c'est pas la guerre. La guerre, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, où certains jours, l'armée russe tire 50 000 obus dans la journée, c'est-à-dire 3500 tonnes d'acier et de plomb qui tombent sur la tête des gens. Ça, c'est la guerre. C'est Verdun. Là, c'est pas la guerre, c'est du maintien de l'ordre. C'est assurer l'ordre public. Pour assurer l'ordre public, à partir du moment où on a des ministres qui sont persuadés de leur cause et qui sont décidés à la défendre, je peux pas m'empêcher de frémir un peu à l'heure actuelle en voyant qu'on a un ministre de la Justice qui est applaudi en prison par les taulards, et quand il va à un congrès de magistrats, il est hué par les magistrats. Donc ça me paraît un peu désordonné comme attitude pour un ministre de la Justice. Maintenant, la solution, elle est enfantine, mais elle n'est pas réalisée jusqu'à maintenant. Ça consiste à appliquer le code pénal. Le code pénal n'est pas appliqué. Le code pénal tel qu'il est, c'est pas la peine de rajouter appliquer le code. Appliquer le code. Mais je vais vous donner un exemple de ça. Ça va aller très vite. En fin juin, début juillet dernier, il y a eu des émeutes en France. Les émeutes en question, ça a été constaté, il y a eu des rapports de fait disant que 6 ou 7 fois sur 10, c'était des mineurs. Il y a à présent, aujourd'hui même dans le code pénal, un article qui est l'article 227-17 du code pénal. L'article en question dispose que tout parent qui a la responsabilité d'un enfant mineur, c'est-à-dire moins de 18 ans, et qui met cet enfant en état de danger physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Monsieur Berkoff, il n'y a pas un individu en France qui est en prison du fait de cet article du code. C'est jamais qui résoudrait 70% des problèmes d'émeutes dans les quartiers. Voilà le problème. Oui, mais juste un mot, Xavier Refer, je suis d'accord, mais là, juste, je reviens un peu à ce qui s'est passé à Carville. Là, c'était pas des mineurs, c'était des bons voyous, trafiquants, narcotrafiquants, etc. Peut-être de série B, mais enfin quand même, ils ont fait des morts. Là, par exemple, juste un mot pour terminer. Est-ce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui en France d'avoir des fourgons blindés quand on déplace des délinquants? C'est pas possible. On n'a pas les moyens parce qu'on dépense des milliards pour autre chose. On va pas déployer. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Alors, évidemment, il n'y a pas de risque zéro. Enfin, la vie est un métier à risque, ou hélas. Mais quand même, est-ce qu'on est à ce point de dénuement qu'on ne peut pas avoir les moyens? Vous l'avez d'ailleurs évoqué. Ou franchement, on peut mettre un peu de moyens là-dedans. Bien sûr que oui, on les a d'ailleurs les moyens en question. Il faut simplement faire en sorte que les gens qui dirigent ce pays aient conscience de la dangerosité des situations, du danger représenté par les criminels, surtout quand les criminels sont eux-mêmes drogués, donc deviennent complètement magoules et tirent sur tout ce qui bouge, et en conséquence de quoi exiger que des inspections aillent faire le tour des endroits potentiellement à risque et prennent des dispositions disant mais vous êtes fous, vous allez prendre une 4 chevaux là pour aller transporter des prisonniers très dangereux, arrêtez-moi ça tout de suite. Et donc c'est cette manière de maintenir l'ordre public qui à l'heure actuelle est négligée. D'accord. Merci Xavier Refer. On continuera à en parler et avec vous. Et on espère que les princes qui nous gouvernent commenceront à dire que peut-être c'est bien la communication, mais c'est beaucoup mieux d'agir en conséquence. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et image de la France. On parle de la France,
Mais on parle de l'Europe, bien sûr. Vous savez que dans maintenant moins d'un mois, le 9 juin exactement, les élections européennes sur tout le continent, 450 millions d'électeurs sont appelés à voter. Combien voteront, on verra. Et bien en attendant, effectivement, on parle du matin au soir, du soir au matin. Les grandes listes sont là, se succèdent et c'est très bien. Mais les petits, ce qu'on appelle les petites listes, eh bien, on n'en parle pas beaucoup. Elles sont vraiment invisibilisées. Et je crois que vraiment, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, puisqu'il y a des citoyens français et des citoyennes qui se présentent. Et nous sommes aujourd'hui avec la liste Nous, le peuple, Georges Kuzmanovic, Nadia Remadna, bonjour. Alors, Georges Kuzmanovic, d'abord, pourquoi vous présentez ? Pourquoi vous présentez ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes qualifiés. Vous n'êtes pas les seuls. On dit, oui, ils vont faire 0,1% ou 1% ou 2%. Mais au-delà des sondages et au-delà de tout ça, pourquoi vous avez estimé important de vous présenter ? Parce que nous refusons que la France soit dissoute dans l'Union européenne. Nous refusons la fédéralisation en marche forcée de l'Union européenne. D'ailleurs, je suis à l'origine avec quelques autres d'une tribune qui a fait écho dans le Figaro sur le refus de fédéralisation et d'extension infinie de l'Union européenne. Nous voulons défendre la démocratie, car la manière dont se construit cette Union européenne se fait à l'encontre des peuples, contre les référendums, quel que soit le pays en Europe, les peuples votent contre. Et puis, pour l'illustrer, nous avons fait une liste citoyenne. Alors vous avez dit, André, c'est une petite liste, mais c'est une grande liste par les citoyens qui sont dessus. Et ce n'est pas une liste de politiciens professionnels, de gens qui n'ont fait que cela. Regardez Gabriel Attal, n'a jamais travaillé, tout le temps dans les ministères. Jordan Bardella, de l'autre côté, pareil, jamais travaillé, que de la politique. Monsieur Ciotti, pareil. Notre liste, ce sont des gens qui travaillent, qui ont une expérience concrète, celle des Français, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'associatif avec Nadia, que ce soit des journalistes, des agriculteurs. On a 3 vrais agriculteurs, dont Philippe Grégoire, que vous avez reçu ici. Tout à fait. Nous avons une gardienne d'immeubles, des ouvriers, des ambulanciers, des pompiers, des anciens militaires. Il y a le prince Joachim Murat, qui est avec moi, a la qualité d'être notre ancien combattant pour notre pays. Il y a très peu de listes qui ont ces gens-là, qui présentent des Français réels qui viennent d'origines différentes. La société civile, quoi. Mais la vraie société civile, et pas la société civile d'Emmanuel Macron, avec que des gars qui travaillent au CAC 40. Et ça, c'est la société galonnée. C'est la société galonnée civile. Ouais. Voilà, exactement. Alors justement, mais alors moi la question que je vais vous poser là, pourquoi et comment ça se fait que vous êtes souverainiste, vous proclamez souverainiste ou vous n'aimez pas ce mot? Ouais, passons sur les terminologies, mais on défend la souveraineté de la France. Je parle du fond, je parle pas. Sur le fond, on est pour de la nation et du peuple. Nation et peuple. Qui s'articulent ensemble dans la Constitution de la France que nous défendons. Nous sommes d'accord. Alors, on voit bien, société civile, des gens qui travaillent, des gens qui ont l'expérience de la vie. On va en parler avec Nadia Remadna aussi, mais juste un mot. Comment il se fait là vraiment, je regarde, là, c'est l'analyste qui se passait. Comment il se fait? Il y a d'autres listes qui se présentent comme souverainistes, comme patriotes, comme défendant le peuple, etc. D'ailleurs, toutes se présentent comme défendant le peuple, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qui se fait que, je parle des souverainistes, ceux qui ne veulent pas que la France se confonde avec l'Europe, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu, au moins, tentative d'union, je ne dirais pas de fusion, mais d'union? Vous n'êtes pas si nombreux que vous ne devriez pas essayer de vous unir. Pourquoi ça ne marche pas? Alors d'abord, je vous ferai remarquer que les européistes, les néolibéraux et ceux qui veulent la fédéralisation de la France, enfin de l'Europe et que la France se moule dans l'Union européenne, sont divisés aussi. Il y a ELV, il y a des gens au Parti Socialiste, il y a Glucksmann, il y a Emmanuel Macron. Les LR, de facto, 90% d'entre eux votent toujours dans ce sens-là à l'Union européenne. Ils sont pas ensemble, qu'il me semble. Oui, ils ont déjà masse. Ah oui, mais ils ont des spécificités. Ouais. Or, nous avons des différences. Je pense que vous faites allusion à l'UPR d'Asselineau ou aux Patriotes de Philippot. Absolument. Bon, d'abord, M. Asselineau a toujours dit, a toujours fait, a toujours déclamé. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il ne veut faire que lui, l'UPR, et pas les autres. Bon, il l'a déclaré. Donc, pas d'alliance. Quant à M. Philippot, bien nous sommes, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. La souveraineté, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et puis nous, on est pour la laïcité.
Je ne crois pas que M. Philippot soit pour la laïcité, vu M. Poisson et les positions qu'il a prises sur ce sujet. Donc vous avez de vraies divergences. On a de vraies divergences qu'il faut que... On n'est pas d'accord. Voilà, Nadia pourra très bien en parler. Et puis, je vous ferai remarquer une chose, c'est que on a un reproche assez étrange qu'on ne s'est pas allié avec eux. Mais notre liste, nous le peuple, il n'y a pas. Moi, je suis président de République souveraine, à partir de gauche républicaine. C'est pas la liste de République souveraine. Vous venez de la France insoumise. Oui, c'est ça. Et sur la liste, c'est des gens qui étaient à la France insoumise. Il y a Nadia Remadna qui n'est sur aucune liste. C'est la présidente de la Brigade des maires, qui lutte contre la radicalisation des jeunes et pour le social, pour mieux vivre ensemble. Joachim Murat est à l'appel au peuple, qui est un parti gaulliste social, comme on dit, de droite, bonapartiste. Il y a donc des gens de ce parti-là. Il y a des gens de Génération Frexit. Il y a des gens qui sont de nulle part. Il y a Philippe Grégoire, qui est du SAMU social agricole, qui réussit, chez les souverainistes, à allier justement autant de gens. Mais je vois pas ça chez les autres. Alors, donc avant de parler de la paille qui serait dans notre poutre, qu'il regarde la poutre qui est dans le leur. Non, moi d'ailleurs c'est la question que j'ai posée aussi bien à Philippot qu'à Asselineau. Donc c'est bon. Mais effectivement, chacun suit sa route. Mais au-delà de ça, alors... La question, par exemple, je pourrais vous dire, mais vous vous représentez aux élections européennes, effectivement, parce que vous n'êtes pas Frexit, vous êtes pour rester dans l'Union européenne. On est bien d'accord ou Non, pas du tout. Voilà. Ah non. Non. D'abord, nous sommes européens et on distingue bien deux choses. L'Europe, qui est une réalité géographique. Mais là, c'est le Parlement européen. Là, on parle de l'Union européenne. Et moi, je suis pour la destruction de l'Union européenne. C'est-à-dire au-delà du Frexit. Mais alors, pourquoi vous présentez à une élection comme ça, qui est l'élection au Parlement européen, dans le cadre de l'Union européenne? Parce que, en ce moment, il n'y a pas un seul député européen qui a été foutu de dire aux citoyens français que, en novembre 2023, le Parlement européen a voté la suppression définitive du veto des États membres. Personne. Vous voulez dire de la majorité, non du veto. La majorité, mais de facto, c'est la suppression du veto, et pour l'extension du pouvoir de la Commission européenne, avec mais personne n'a protesté là-dessus? Non, ils ont voté massivement pour. Oui, mais et puis personne n'a alerté. Et puis le 29 novembre 2023, ici en France, à l'Assemblée nationale, un vote de nos députés entérine ce vote du Parlement européen, à l'exclusion, pour le coup, je vous le concède, du Front du Rassemblement National, de la France Insoumise et de Nicolas Dupont-Aignan. Tous les autres ont voté. Oui, mais tous les autres ont voté pour. Mais ils n'ont pas expliqué aux citoyens. Alors, et donc, la question, c'est pourquoi aller à l'Union européenne? Mais parce qu'il faut qu'il y ait le plus possible de députés là-bas qui bloquent, qui alertent et qui défendent les intérêts de la France. On verra si c'est pas un vœu pieux, parce qu'à mon avis, ça fera pas beaucoup de monde. Mais j'espère me tromper. Mais il n'y a pas que mon souhait. Il y a des pays, il y a d'autres pays européens. Je sais bien. Où ces idées sont de plus en plus fortes. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Quand j'ai vu que le Parlement européen actuel a voté dans la majorité contre la transparence des contrats de la Commission européenne avec Pfizer, ça en dit long sur ce qu'est le Parlement européen. Heureusement que le New York Times a engagé une procédure en justice et un contre certain nombre de Français comme Bon Sens et autres. Nadia Remadna, qu'est-ce qui vous amène, vous, la Brigade des maires, vous avez reçu, et toujours avec beaucoup de plaisir, de vous engager justement dans nous le peuple? Qu'est-ce qui fait vous cherchez quoi, vous, là-dedans? Enfin, je parle du point de vue de l'efficacité. Alors nous, on s'est engagé. Alors moi, personnellement, je me suis engagée dans cette liste Nous le Peuple, parce que bon, je connais Georges, on avait déjà milité concernant la laïcité et tout ça, et puis je me suis dit, en tant qu'association, en fin de compte, on a l'impression que tout le travail qu'on a mené, parce qu'on a eu des difficultés, il faut bien croire, vous connaissez un peu notre parcours, ça n'a pas été évident. On s'est dit, on a besoin d'être soutenus, c'est peut-être nous qui avions besoin d'être soutenus, et on s'est dit, peut-être effectivement, il faut qu'on soit reconnu au niveau européen, parce que c'est l'Europe, voilà. Et puis aussi par rapport à des conventions. Par exemple, moi je travaille énormément avec les jeunes, par exemple, effectivement, aujourd'hui quand on travaille avec la Convention des droits de l'enfant, aujourd'hui c'est la Convention européenne. Alors quand on veut mettre un truc en place en France, on nous dit non, c'est l'Europe, c'est plus la France. Alors tout ce qui est, par exemple, tout à l'heure j'entendais le monsieur qui parlait par rapport aux lois et tout ça, mais malheureusement nous aussi en tant qu'associatifs et en tant que moi travailleuse sociale éducatrice, on est confrontés justement pour cet accompagnement de cette jeunesse et tout ça, on est affronté à cette Europe. Et puis à un moment donné, en plus, comme disait Georges, la laïcité, effectivement, je pense que la laïcité aujourd'hui au niveau européen, elle n'est pas comprise. D'abord, l'Europe, la majorité des pays européens ne sont pas laïcs.
faut le dire. Ne sont pas laïques et non seulement et la ce qui France fait... est laïque, enfin du point de vue de Mais la le problème, c'est structure. que la France est laïque, effectivement. Je pense que on est laïque, mais j'ai l'impression que la France aussi est en train de reculer, est en train d'imiter les autres pays européens pour pas être stigmatisée d'islamophobes et tout ça. Et j'ai l'impression que si la France, effectivement, le seul modèle laïque, effectivement, commence effectivement à perdre certains des droits et essaye effectivement, pour certaines personnes, quand les enseignants et tout ça ont peur de parler à la laïcité, eh ben, on va où? Justement, c'est pour ça que nous, la France, on doit être représentés dans ce Parlement pour justement parler du modèle laïque français, pour justement, parce que je me dis, si l'Europe ne parle pas de ce modèle, si personne ne représente cette laïcité qui est pour moi fragilisée en France, parce que j'ai l'impression qu'on perd un truc, eh ben, je me dis, malheureusement... Voilà, donc le motif de votre engagement. Les islamistes, les frères musulmans ou les évangéliques financés par les États-Unis utilisent toutes les interstices de l'Union européenne, qui justement est beaucoup plus communautariste, pour développer leur idéologie, et ils le font très très bien. Vous avez vu, il y a même des publicités pour le port du voile organisées par la Commission européenne. Donc évidemment qu'il faut des gens qui combattent, et c'est un axe important de notre liste. C'est pour ça que vous êtes là, et c'est pour ça qu'on va suivre effectivement ce qui va se passer avec nous, le peuple. Et écoutez, et je vous souhaite bonne chance. Si je peux rajouter une petite chose, c'est que le Frexit, on n'est pas contre. C'est chez nous, on n'en fait pas un rapport fanatique. C'est juste un outil comme un autre à utiliser. On n'hésitera absolument jamais à l'utiliser. Et vous aussi êtes également. Pas contre, vous n'êtes pas anti-Frexit. Pas du tout. Et une dernière petite chose. Je vous remercie de nous accueillir, mais on est vraiment extrêmement contraint par les règles très compliqué, et c'est un déni de démocratie qui touche tous les autres, y compris nos adversaires. Je comprends. Les règles, ils ont multiplié par 2 le nombre de pages, ils ont multiplié par 2 la taille du code électoral pour les élections européennes. C'est un fatras pas possible, et donc on a besoin de l'aide des citoyens pour aller entièrement jusqu'au bout. Et vous pouvez aller sur le site de Nous le Peuple et faire un don qui maintenant est défiscalisé, donc entre 2 € et 4 €. Nous-le-peuple.fr. Voilà, et il y a une page de dons, en 2 €. 2 € ça nous aide. Et puis si vous avez vraiment les poches pleines, 4600 €, c'est le maximum. Allez, un téléthon pour Nous le peuple. Merci. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je voudrais rappeler juste par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport à l'attentat, par rapport à l'attaque du fourgon pénitentiaire qui a fait, je rappelle, 2 morts, 2 personnes en état de critique et plus que critique, qu'il y a eu quand même des réactions assez... je les cite. Vous me direz ce que vous en pensez, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio. Voilà ce qu'a écrit l'Humanité, un tweet de l'Humanité, du journal, je parle l'Humanité. 3 agents pénitentiaires ont été tués dans l'attaque à la voiture bélier de leur fourgon par un commando lourdement armé. L'Humanité s'associe à Mathieu Lépine pour documenter la réalité des morts au travail. Mathilde Panot de la France Insoumise a fait ce tweet qu'elle a modifié ensuite, mais ce tweet a paru. Stupeur, donc Mathilde Panot, après cette attaque d'une violence effroyable qui a coûté la vie à 2 agences de l'administration pénitentiaire. Immense soutien aux familles et proches endeuillés. Aucun agent du service public ne devrait mourir dans l'exercice de ses fonctions. Ce sont les 110e morts au travail pour 2024. Donc, on assimile ce qui s'est passé là aux morts au travail. Vous entendez? C'est-à-dire que Samuel Paty, il est mort au travail, c'est un accident du travail, il a été égorgé, mais c'est un accident du travail. Dominique Bernard, oui, il a été aussi tué à bout portant, c'est un accident du travail. Et tous les gens là qui passent, qui se font agresser, les conducteurs de bus et tout ça, ce sont des accidents du travail. Mais bien sûr, c'est comme quelqu'un qui dégringole de son échelle, c'est comme le travailleur qui se fait, hélas, évidemment, qui se fait couper un doigt sur le champ du labeur, comme on dit. Accident du travail. Ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... La flamme olympique qui passe de château en château jusqu'à Notre-Dame, hein, comme l'a fait Napoléon un certain jour de retour de l'île d'Elbe. Oui, nous célébrons ça partout et c'est une très très belle fête avec tout le monde, effectivement, de la drag queen au chanteur, à Patrick Fiori, à tout le monde. Il y a quand même un absent, mais très étonné. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on l'a vraiment pressenti? On ne sait pas. Est-ce qu'il a refusé? On ne sait pas. Mais nous sommes très étonnés, et je ne suis pas le seul, à voir que quelqu'un à Marseille, quand c'est passé à Marseille, on a entendu Joule. Écoute, très très bien, il n'y a pas de raison. Mais il y a quelqu'un quand même qui manque au tableau. Qui manque vraiment, c'est Zinedine Zidane, l'enfant de Marseille. Comment il se fait que Zinedine Zidane n'a pas été convié, ou en tout cas n'ait pas été en train de porter la flamme olympique à Marseille, qui est sa ville natale, la ville où il a grandi, etc. Alors, on ne sait pas, on aimerait savoir, j'espère on a essayé de savoir, mais on ne sait pas si on l'a vraiment pressenti, s'il a refusé, ou si on n'a même pas pensé à lui parce qu'on préférait d'autres personnes. Mais je trouve que c'est dommage, et vraiment, vraiment, vraiment dommage, qu'un Zinedine Zidane n'ait pas été là, présent, pour la flamme olympique, dans sa ville, Marseille. On marque une courte pause sur Sud Radio. On revient après les infos de 13h pour le face-à-face où André Berkov recevra Jean-Loup Isambert. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quelle que soit la cause que l'on défende, quelle que soit l'idéologie que l'on prône, quelles que soient les convictions que l'on a, il y a des choses qui à un moment donné franchissent la ligne rouge et c'est tellement surtout idiot. Là, il ne s'agit pas de mort d'homme, mais il s'agit vraiment de profanation tellement imbécile qu'il faudrait qu'on en parle. Et on en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est bien vrai, Georges Brassens, c'est bien vrai que la connerie est un état ontologiquement permanent et malheureusement qui quelquefois atteint des proportions un peu préoccupantes. Notamment, par exemple, il y a le mur des Justes. Alors le mur des Justes, il est à Paris, dans le quartier du Marais, près du mémorial de la Shoah. C'est quoi les Justes? Vous vous rappelez ce que c'est que les Justes? Portent les noms, le mur, de 3900 personnes, 4000 hommes et femmes qui, au péril de leur vie, des gens non juifs, je le précise, non israélites, ont contribué au sauvetage des juifs en France pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces personnes ont reçu le titre de Juste parmi les nations, décerné par le musée mémorial de Yad Vashem à Jérusalem depuis 1963. Bien, c'est-à-dire depuis plus de 60 ans. Donc effectivement, ceux qui ont vu le film La liste de Schindler, là de Spielberg, se rappellent de ce que c'est. Comment des gens, et en France, on le sait que les 3/4 des Juifs français qui ont survécu l'ont été grâce à la solidarité de familles françaises, qu'elles soient protestantes, catholiques, athées, laïques et quoi que ce soit, qui de Chambon-sur-Lignon à ailleurs ont protégé des enfants, des femmes et des hommes, les ont gardés au péril de leur vie. Oui, parce que si on savait, et on le rappelle, si la Gestapo ou les forces et la police allemande ou française les trouvaient, ils auraient été dans un sale état. Il faut le savoir, ça, il faut pas l'oublier. Encore une fois, ce qui s'est passé. Eh bien là, aujourd'hui, ça a été tagué. Voilà, on a mis des mains rouges, vous savez, des mains ensanglantées, etc., sur ce mur des Justes. Voilà, on l'a tagué, on l'a dégradé, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait ça? Qu'on pense ce qu'on veut et qu'on aille très loin sur ce qui s'est passé, que ce soit le 7 octobre en Israël et que ce soit ensuite à Gaza avec effectivement les bombes qui tombent et combien elles tombent. Est-ce qu'il faut s'en prendre au mémorial des Justes? Qu'est-ce que ces Justes et leurs descendants et aujourd'hui ont à faire dans ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens? Rien.
et rien, et vous le savez. Simplement, voilà, ce sont des gens qui n'ont ni courage ni rien, comme les gens qui s'en prennent, vous savez, dans les musées, aux œuvres d'art, aux chefs-d'œuvre de l'art, au nom de la protection de la planète, comme les gens qui déboulonnent les statues, comme les gens qui essayent de censurer les livres, de les changer, comme ces gens qui ont de la mélasse à la place du cerveau et qui ont de la lâcheté à la place du courage. Non, non. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Allez-y vraiment et regardez les institutions qui sont la cause de ça. Mais allez taguer le mur des justes après des héros et des gens de courage et des gens de toutes les confessions, de tous les statuts, de toute l'échelle de la société qui ont pris cet acte de défendre des gens qui étaient en danger de mort et se sont mis eux-mêmes en dehors de leur zone de confort et en dehors de toute protection, eh bien franchement, c'est le signe, je vais vous dire, de la connerie la plus magistrale, la plus glauque et la plus étendue. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. André Berkoff, vous recevez Jean-Loup Isambert qui vient nous voir pour son livre Bilan noir, l'Union européenne contre la France. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Jean-Loup Isambert. Bonjour Sud Radio, bonjour André. Bonjour. Bonjour à l'équipe de Sud Radio, aux auditeurs de Sud Radio. Et merci de votre invitation André pour évoquer un sujet dont aucun candidat à ces élections européennes ne veut parler. Eh bien justement, nous on est là avec vous pour en parler, Jean-Louis Isambert. Ce bilan noir, c'est Union européenne contre la France. Vous avez écrit un livre pamphlet, polémique, mais bourré de faits, bourré d'informations, et je dois dire que c'est un livre tout à fait intéressant et qu'il faut lire, quelles que soient vos convictions, quelle que soit la personne ou la liste pour laquelle vous allez voter le 9 juin, si vous votez, eh bien, lisez ce livre. Et vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, Jean-Louis Isambert, mais on le sait, hein, vous êtes un journaliste indépendant, vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez écrit beaucoup de choses sur le krach des banques, faut-il brûler l'ONU, sur l'État français complice de Claude criminel, tous vaccinés, tous en danger, les destructeurs. Et voici l'Union européenne contre la France. Alors, vous dites, et je commence par la fin, mais vous dites, au fond, vous avez utilisé votre dernier chapitre, l'Union européenne, c'est la guerre. Et vous commencez par dire, au fond, nous sommes en guerre, nous, depuis 1945, Dieu sait si on l'a été entre 40 et 45, et vous dites, cette Union européenne, vous racontez tout l'historique, etc. Mais la base, vous dites, au fond, l'Union européenne, son adversaire principal, c'est les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous n'êtes pas un peu manichéen de ce point de vue-là, Jean-Louis Isambert ? Écoutez, je me suis intéressé, il faut dire que ce livre est la première partie d'une enquête que j'ai faite sur l'Union européenne. Oui. Et l'autre partie va sortir aux éditions Culture et Racines au mois de septembre, au début octobre, et qui s'intéresse justement à la manière dont ont été conçues, dès le départ, les premières organisations qui sont dédiées à la supranationalité et qui vont avoir en charge de mettre en place ce qui ne s'appelle pas encore l'Union européenne, mais un État européen, une Europe supranationale. Dont on parle beaucoup aujourd'hui, effectivement, dont on voit un certain nombre de déclarations qui en annoncent les prémices. Mais je voudrais que vous me disiez, là, pour vous, alors l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, on va reprendre votre titre. Pourquoi vous dites qu'elle est contre la France et en quoi est-elle, selon vous, contre la France ? Elle est contre la France d'abord dans sa conception, dans son organisation. On voit bien que ce Parlement européen n'a aucun pouvoir. Il est là pour déplacer les virgules des textes qui sont concoctés par la Commission européenne en accord et à la demande du Conseil européen qui réunit les chefs d'État et les premiers ministres. Et c'est ce Parlement européen, j'entendais vos invités avant, je veux dire, il n'a aucun pouvoir pour changer les choses. Donc, les Français pardon Jean-Louis Isambert, je vous interromps. Ce que vous dites à tous les gens qui se présentent aujourd'hui, on est en pleine déclaration, les listes, etc. Vous dites, ok, vous dites ça, mais ça ne sert à rien. Très franchement, est-ce que pour vous, ces élections qui vont se passer ne peuvent rien changer à la composition du Parlement qui peut-être à ce moment-là peut peser ou pas? Rien du tout. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout a été conçu dès le départ pour que le Parlement européen
et une majorité qui soit derrière tout ça. Vous avez des grandes puissances financières qui sont à l'œuvre. Et le Parlement européen a été conçu pour donner un semblant de légitimité, de démocratie à des décisions qui sont prises entre les dirigeants de la Commission européenne et les dirigeants du Conseil européen. D'accord. Mais je vais vous dire, ne sont pas élus, qui eux ne sont pas élus, il faut le rappeler. Qui ne sont pas élus. Oui. Et sur lequel les gens n'ont aucun pouvoir. Je veux dire, on vote tous les 5 ans presque par habitude pour des députés qui vont dans un Parlement européen, dont on n'entend plus parler après, qui ne rendent pas compte de leur activité au Parlement européen et qui se représentent après avec un discours légèrement différent sur le thème. Vous verrez, l'Europe sera encore meilleure demain si vous nous élisez. Donc, mais quand on fait le bilan, parce que aucun de ces candidats ne fait le bilan de cette Union européenne. Alors faisons-le, faites-le. Oui, vous l'avez fait. Faites-le. Alors, bon, le bilan, on le voit, ça commence d'abord par déjà la démocratie. On pourrait prendre de multiples exemples. On a un bilan qui a été un exemple qui est très fort, je veux dire, qui donne une idée de la manière dont fonctionne ce Parlement européen. On l'a eu avec l'achat des vaccins ARN messagers lors de la crise Covid-19, où on voit la présidente de la Commission européenne qui va traiter directement par-dessus le propre organisme que l'Union européenne a mis en place, un comité de pilotage pour l'achat des vaccins auprès des laboratoires pharmaceutiques. La présidente, elle passe par-dessus ce comité de pilotage, elle va traiter avec des dirigeants de Pfizer, ça représente quand même, ce sont des milliards d'euros qui sont engagés. 70 milliards, oui, en tout, oui. Voilà. La question, c'est que pendant ces transactions, elle continue par des échanges de SMS à négocier avec les dirigeants de Pfizer sans rendre compte ni au comité de pilotage ni au Parlement européen qui est censé quand même contrôler l'évolution des choses. Bien sûr. De ces échanges. Donc il y a des institutions qui s'en préoccupent. Il y a également des députés du Parlement européen qui disent mais Madame la présidente de la Commission européenne, vous négociez avec une société privée alors que nous avons un comité de pilotage qui est en place, vous négociez par-dessus ce comité de pilotage. Qu'avez-vous négocié exactement avec cette société, avec la société Pfizer? Et donc, il y a tout un processus qui se met en branle et tout va être réglé très rapidement puisqu'il va y avoir une réunion. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'en ai rendu compte dans le livre, l'enquête que j'ai faite précédemment qui s'appelait « Tous vaccinés, tous en danger » où je parle de la corruption autour de ces questions, justement. Et où vous allez avoir, le 16 février 2023, les dirigeants de tous les groupes politiques du Parlement européen qui vont se réunir avec le président du Parlement européen et qui vont tous refuser la demande formulée par les députés du Parlement européen. C'est-à-dire, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n'a pas à s'expliquer sur ces transactions privées qu'elle a faites. Donc, effectivement, ça c'est un aspect. Tout à fait. On va continuer à parler du bilan, justement, mais c'est un aspect très illustrateur de ce qui se passe. Juste après cette petite pause, Jean-Louis Isambert, l'Union européenne contre la France. On va continuer d'en parler et Dieu sait s'il y a des choses à dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le j'accuse de Jean-Louis Isambert, l'Union européenne contre la France. Et un sacré bilan noir. Vous savez, Jean-Louis Isambert, je lis, juste à l'intention des auditeurs, je lis vos titres de chapitres. Alors vraiment, parce qu'on pourrait y passer 5 heures, mais déjà c'est très parlant. Des eurodéputés figuratifs, majorité de complaisance, le droit national n'existe plus, la langue française sabrée, la démocratie bafouée, l'État au service de la grande finance, une corruption permanente. La santé, on vient d'en parler. Le logement, l'industrie, la France ne cesse de désindustrialiser. Commerce et agriculture, pêche, emploi, la grande régression, qualité de vie. Et vous finissez par l'Union européenne, c'est la guerre. Alors, c'est vraiment la guerre ?
Jean-Louis Isenberg. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre. Déjà, on a eu la guerre sous toutes ses formes. On a la guerre économique, la guerre financière qui est menée par les États-Unis contre l'Europe en général, pas seulement contre la Russie, mais également contre les pays de l'Union européenne. De différentes manières, on l'a vu avec... Alors justement, donnez des exemples, Jean-Louis Isenberg. Vous dites par exemple, la guerre. L'affaire Alstom, je veux dire, c'est un exemple qui est fort, où l'on voit quand même, pendant le président Macron a travaillé dès 2012-2013 sur ce dossier, l'affaire a été réglée relativement rapidement, et on voit quand même Emmanuel Macron n'a pas hésité à mentir devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, puisque en novembre 2014, il déclare que l'opération au profit de General Electric a été réalisée grâce à un long travail de concertation avec les dirigeants de l'entreprise, les représentants de l'État, les syndicats, etc., etc. Et lorsqu'il est entendu par la commission d'enquête, je crois que c'était au mois de mars suivant, 2015. Il était ministre de l'économie déjà, je crois. Exactement, oui, tout à fait. Après Arnaud Montebourg. Oui. Et où il déclare après que le gouvernement s'est retrouvé devant un projet qui était complètement ficelé et pour lequel il ne pouvait rien faire. Ce qui est faux, puisqu'il y avait un décret qui existait et qui permettait justement de s'opposer à des investissements étrangers qui auraient été contre les intérêts français. D'accord. Mais alors, justement, et pourquoi, alors, à votre avis, les États-Unis, l'intérêt des États-Unis à faire la guerre, vous le dites, comme ça, selon vos propres termes, à l'Europe, c'est quoi? Puisque l'Europe, c'est un allié, l'Europe n'a jamais été un ennemi des États-Unis. Quel est l'intérêt des États-Unis, selon vous? L'intérêt des États-Unis, c'est d'assurer leur hégémonie qui est en déclin sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. Et pour cela, ils procèdent de différentes manières. Et il n'y a pas que la guerre militaire. On a vu ce qui s'est passé quand même en République fédérative de Yougoslavie, comment la République yougoslave a été détruite, éclatée en une succession d'États, et comment se sont implantées après des sociétés transnationales pour s'accaparer les secteurs les plus juteux, les plus rentables de l'économie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine aussi, sur le plan militaire. Où l'on voit, et ça a quand même un aspect quand même scandaleux, où l'on voit le président français avec l'Union européenne envoyer des milliards d'euros à l'Ukraine, envoyer des armements à l'Ukraine, mais de manière massive, et quand dans le même temps, depuis 2016, vous avez la banque Rothschild et compagnie, qui est une des banques d'affaires du groupe Rothschild, qui réunit des investisseurs pour se préparer à se partager l'économie ukrainienne. C'est-à-dire que et vous avez aujourd'hui, alors c'est intéressant parce que pour se partager l'économie ukrainienne, il faut que l'Ukraine ne puisse plus rembourser l'argent qui lui a été prêté. Parce que ce ne sont pas des dons qui ont été faits à Kiev. Oui, ce sont des prêts. Oui, bien sûr. Et vous avez aujourd'hui deux des grands prêteurs, notamment l'un des plus importants qui est BlackRock, qui ne veut pas réclamer le remboursement des prêts qu'il avait fait. Il s'était engagé à ne pas rembourser avant 2027, 2029. Et il y a eu un article, du reste, qui est paru sur l'Observateur continental et qui reprend un article qui est paru dans Wall Street Journal, où le journaliste explique clairement que BlackRock envisage au besoin même de mettre en place un pool d'avocats pour réclamer à l'Ukraine dès la fin 2024, dès début 2025, le remboursement de l'argent qui a été prêté à l'Ukraine. Mais ça, c'est pour amener l'Ukraine à un défaut de paiement, de manière à ce que les investisseurs qui attendent dans l'ombre avec la banque Rothschild puissent s'accaparer les secteurs rentables de l'économie. Ils ont déjà commencé, notamment dans le domaine agricole, à s'accaparer plus de 45% des bonnes terres agricoles de l'Ukraine. Qui est un grenier à blé, le grenier à blé de l'Europe notamment, oui. Cargill, Monsanto, Dupont de Nemours, etc., qui sont déjà en place. Donc vous dites, effectivement, là, la guerre, pendant la guerre, le business continue, on en a parlé d'ailleurs avec ici, entre l'Amérique et la Russie, et les banques russes qui continuent à commercer avec les États-Unis dans le domaine énergétique. Mais pour revenir à ça, et l'Europe, alors pourquoi l'Europe, selon vous, et vous en parlez longuement dans votre livre, Jean-Louis Isenberg, l'Europe ne se défend pas ou ne veut pas se défendre, ou c'est une fausse Europe? Qu'est-ce qui fait cette attitude, je dirais à la fois passive et au sens de maison de passe ou au sens de courant d'air de l'Europe? Alors que c'est quand même...
Oui. Ça vient du fait de la manière dont a été conçue au départ l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a été conçue par des gens qui sont présentés comme des pères fondateurs, mais ça c'est pour dissimuler l'ingérence des États-Unis dans les affaires des pays de l'Union européenne. Et ces pères fondateurs sont présentés dans la communication de l'Union européenne comme des architectes, des grands visionnaires, etc., etc. En réalité, quand je me suis intéressé à la biographie de Jean Monnet, d'Antoine Pinay, de Spaak, l'ancien Premier ministre belge, de Robert Schuman, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, si vous voulez, c'est que quand on lit la documentation de l'Union européenne sur ces personnes qui sont présentées comme les pères fondateurs de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place les premières structures qui sont dédiées à la supranationalité. Quand vous reprenez les discours de Jean Monnet de l'époque et que vous regardez le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, vous retrouvez pratiquement les mêmes termes, avec le même objectif, c'est-à-dire mettre en place une Europe où les souverainetés nationales sont abolies, un État européen, supranational, qui permet aux États-Unis d'influencer directement un pouvoir qui est celui de l'Union européenne, très centralisé. Parce que l'État européen qui est actuellement en préparation, et c'est quelque chose de très grave qui est en train de se préparer, c'est un État où vous allez avoir une Commission européenne qui va être transformée en gouvernement supranational, avec des commissaires européens qui seront des ministres. C'est-à-dire que le véritable pouvoir sera encore plus concentré. Le phénomène que nous connaissons actuellement de la symbiose entre le Conseil européen qui réunit chefs d'État, premiers ministres, et la Commission européenne et hauts fonctionnaires qui sont eux-mêmes nommés par les États sera encore plus forte et plus concentrée. Et quand vous vous intéressez à la biographie de ces gens-là, vous vous apercevez par exemple que tous ont eu des liens, mais très étroits pendant la guerre, et certains même comme Jean Monnet, dès les années 1935-1938, avec lui, c'était aux États-Unis, Schuman était avec d'autres. J'ai passé en revue leur vie pendant ces années noires, parce que quand vous regardez la documentation de l'Union européenne, vous vous apercevez que de 1936 à 1945, leur parcours est résumé, en 4 ou 5 lignes. Et ça m'a interpellé. Tous. Comment Ah oui, mais voilà des gens qu'on présente comme des grands résistants, comme luttant contre le fascisme, etc. Et quand on se met... Mais je me dis, quand même, quand vous avez des faits de guerre importants comme ça... Oui, de 35 à 45, c'est pas mal, 10 ans. On va pas se contenter de quelques lignes. Et quand je m'intéresse, par exemple, au parcours de Jean Monnet aux États-Unis, parce qu'il est présenté comme partant aux États-Unis, où il devient banquier. Bon, on ne devient pas banquier comme ça du jour au lendemain quand on n'a pas de fortune personnelle. Et en réalité, je retrouve Jean Monnet qui va devenir, c'est ainsi qu'il le nomme, l'ami intime de John Foster Dulles, qui sera plus tard... secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, John Foster Dulles, Voilà, et dont le frère sera le premier directeur civil de la CIA. Et John Foster Dulles est un souteneur du parti nazi en 1934, ouvertement. Il prône ouvertement l'économie, la paix négociée avec le Reich allemand. Et alors j'ai continué de travailler, j'ai trouvé dans des archives de sociétés financières et de banques et des travaux d'historiens, des documents qui sont quand même assez révélateur, où l'on voit par exemple que Jean Monnet a été rétribué depuis 1936 jusqu'à 1945, d'abord par le plus grand groupe chimique de Belgique, Solvay, qui a eu ensuite une administration nazie, parce que Solvay était un partenaire de Farban. Et quand j'ai continué à gratter là-dessus, mais je m'aperçois qu'en réalité, Jean Monnet est rétribué par l'administration nazie qui dirige le fait... Parce que c'est un groupe stratégique, si vous voulez. On va en parler, Jean-Louis Zambert, on va continuer à parler juste après une petite pause. C'est très intéressant, de revenir à la fondation, effectivement, parce que on ne peut pas expliquer le présent sans expliquer d'où ça vient, effectivement. Exactement. On se retrouve dans 2 minutes. Avec vous, chers auditeurs, 0826 300 300 pour poser vos questions à Jean-Louis Zambert, qui est notre invité aujourd'hui, ou tout simplement pour réagir dans l'émission. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et le livre noir de l'Union européenne, un livre noir de l'Union européenne écrit par Jean-Louis Zambert, journaliste d'investigation, journaliste indépendant ô combien, et ça vient de paraître aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Jean-Louis Zambert, effectivement, le passé des pères fondateurs que vous avez fouillé, et on avait quelques idées, effectivement, donne à penser. Mais vous dites que justement, donc, cette Europe s'est bâtie dès le départ, alors qu'on disait, ouais, l'Europe c'est bien, ça va être l'Europe de la paix, effectivement, on sortait de la tragédie absolue de la Seconde Guerre mondiale, la première, n'en parlons pas déjà, et voilà, on va finir avec ce cauchemar, et puis vous dites, oui, c'est plus compliqué que ça, et on le voit aujourd'hui à quel point c'est plus compliqué que ça. Mais vous dites donc que cette idée de la supranationalité existait dès les fondements de cette Union européenne. Tout à fait. C'est exactement. Parce que c'était plus facile pour les cercles impérialistes aux États-Unis de contrôler un pouvoir centralisé au niveau de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe centrale, et pour influer sur ce pouvoir. Il y a du reste eu une très bonne enquête qui a été faite par deux confrères, Christophe Deloire et Christophe Dubois, un livre, ils ont publié un livre qui s'appelle Circus Politicus, ouais, dans lequel ils rappellent, pour vous donner une idée de l'ingérence des États-Unis à l'intérieur des affaires de l'Union européenne, qu'avant chaque réunion du Conseil européen, le département des États le département d'État oui, des États-Unis envoie des messages et des notes aux représentations permanentes des États membres pour donner son avis sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, oui, l'avis, en réalité, c'est un conseil pour dire, bon, ben voilà ce qu'on souhaiterait, quoi. Et nous, ça continue, à votre avis, ça continue encore aujourd'hui? Oui, ça continue. Ben, on aimerait bien qu'Alstom appartienne à General Electric, quoi, vous voyez. Ouais. Bon, mais c'est pareil dans le domaine de l'agriculture, avec un tas de produits chimiques, avec les lobbies, parce qu'il y a quand même 30 000 lobbyistes qui sont présents à Bruxelles, de groupes de lobby, avec notamment cette organisation du patronat européen Business Europe, avec des réunions qui se tiennent à huis clos entre les représentants du patronat, les représentants de la Commission européenne et des représentants du Conseil européen. Et c'est là que ces gens décident ensemble d'essayer de faire passer des lois qui vont influencer ces intérêts privés. C'est ce que vous voyez. Et Jean-Louis Zambert, ces réunions, il n'y a pas un seul membre du Parlement européen, il n'y a pas un seul député européen. Non, c'est à huis clos. Les députés européens sont travaillés à part par les lobbyistes. Alors, la Commission européenne, l'Union européenne dit « Ah, mais nous sommes transparents, nous mettons fin à la corruption, nous avons ouvert un registre. » Mais déjà, sur ce registre, s'y inscrit qui veut s'y inscrire. Et ensuite, il est bien évident que les réunions qui sont importantes pour les grandes sociétés privées avec ces fonctionnaires de la Commission européenne se tiennent en dehors du Parlement européen et de l'Union européenne, dans des locaux, ça peut être ceux de Business Europe, mais ça peut aussi être des hôtels de luxe ou des locaux qui se trouvent à côté. Oui, et c'est assez. Et quand vous dites la corruption permanente, vous en parlez. On a entendu il n'y a pas si longtemps le Qatargate de ces valises chez certains députés européens où on trouve dans leur appartement des valises pleines de billets de banque. C'était quand même très parlant. Il n'y a pas si longtemps de cela. Oui, quand je dis corruption permanente, vous avez vu, André, j'ai pris justement des exemples dès le départ de l'Union européenne, disons dans les années 92-95, quand elle a la forme d'Union européenne, parce qu'avant elle existe, mais elle n'est pas encore centralisée. Après le traité de Maastricht. Voilà, c'est ça. Après 92-93. Ouais. Et vous voyez qu'en réalité, ces affaires de corruption continuent, mais il peut pas en être autrement, puisque pour obtenir des lois qui favorisent leurs opérations, alors ça peut être des opérations économiques, financières, culturelles, favoriser par exemple l'emploi de la langue pratiquement comme langue unique. Il y a un tas de lobbies qui interviennent dans un tas de domaines, et il y a forcément, comme on dit, à la Russe, ils appellent ça mettre de l'huile dans les rouages, quoi. C'est-à-dire obtenir une loi ou un décret, une recommandation, voilà, très exactement, une recommandation qui va être faite aux États pour favoriser des intérêts privés. D'accord. Et on le voit bien et ça fonctionne très très bien. Et alors, vous dites de ce point de vue, alors revenons, alors on a parlé Amérique, Union européenne, on en reparlera, mais Jean-Louis Zambert, quand vous dites
un peu, vous dites ça, l'Europe contre la France, enfin, l'Union européenne contre la France, bien sûr. Soyons clairs, c'est pas l'Europe en tant que telle qui est en jeu. Au fond, vous dites que, si je veux résumer peut-être trivialement, c'est de moi et pas de vous, mais enfin sur le fond, est-ce que la France est un peu la coquille magnifique de l'Union européenne, notamment, mais peut-être pas qu'elle? Magnifique, je sais pas, mais cocu, certainement. Je vais vous donner 3 faits, André, que les auditeurs, je pense, ne connaissent pas, et qui n'ont pas été, dont je parlerai dans l'autre partie de l'enquête que je vais publier. Oui, en septembre, on vous rappellera. Alors, les 3 faits, dites-nous. 3 faits. 3 faits qui se passent à la fin de l'année 2023 et qui vous montrent comment les dirigeants de l'Union européenne se passent, alors vraiment du Parlement européen, pour les décisions qui vont favoriser les États-Unis. Le 20 octobre 2023, vous avez les dirigeants... octobre 2023, il y a quelques mois, oui. Allez-y. Voilà, des dirigeants de l'Union européenne qui rencontrent le président des États-Unis, Biden, avec son secrétaire d'État, Anthony Blinken, à Washington. Et ensemble, ils vont publier un communiqué dans lequel ils se félicitent, je cite, de la signature de l'accord entre le département de la défense des États-Unis et l'Agence européenne de défense. En réalité, il s'agit de renforcer encore les liens à côté de l'OTAN et de liquider la souveraineté militaire de la France. Alors, il faut pas croire que c'est une délégation du Parlement européen. C'est le président du Parlement européen, le Belge Charles Michel, avec l'inévitable Madame von der Leyen, bien sûr, présidente de la Commission européenne, et le représentant, disons, qui s'occupe des affaires étrangères, qui se rend à Washington. D'accord. Un mois plus tard, le 22 novembre 2023, le Parlement européen vote la révision du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise à transformer l'Union européenne en un État européen supranational. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui est en train de se passer dans le secret actuellement. Et l'objectif des dirigeants de l'Union européenne et du pouvoir politique en France, en appelant à voter les gens à voter, ce n'est pas de faire croire que les citoyens participent à la démocratie. C'est de donner une légitimité au Parlement européen, légitimité qu'il n'a pas, afin de pouvoir poursuivre cette politique qu'ils mettent en place en douce dans la coulisse. Mais Jean-Louis Zambert, ça c'est très important, enfin c'est même capital. Vous dites, vous, qu'il a eu un traité qui a été signé, qui n'est pas évidemment exécutoire, il y a encore en démocratie, enfin on l'espère, mais qui va vers cette Europe supranationale et suprafédérale dans un traité. C'est-à-dire, il y a eu un accord là-dessus, c'est ce que vous dites. Il y a eu la demande de révision du traité de l'Union européenne et du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour concentrer les pouvoirs. Et je vais vous dire, André, et c'est le 3e fait, parce que personne n'en a pratiquement parlé, le 13 décembre suivant, le 13 décembre 2023, le Parlement européen donc se réunit à Strasbourg, et ce Parlement vote à la majorité la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne, et il décide notamment de poursuivre la coopération, tenez-vous bien, entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Alors ça, c'est écrit comme ça, quels que soient les résultats électoraux. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça dans le document. Il fait plusieurs pages. Attendu que. Bien sûr. Je vous cite très exactement le texte. Décide de poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique, pour soutenir la dictature en Ukraine, mais aussi, évidemment, dans tous les autres domaines économiques, culturels, etc. Quelles que soient les élections quelles que soient les élections de novembre aux États-Unis ou du 9 juin en Europe, on continue. C'est ça. On continue pour imposer l'État européen. D'accord. Eh bien, écoutez, oui, je crois que peu de gens ont entendu parler de cela, et c'est très intéressant. Et vous verrez que dans le livre que je vais sortir, je donne bien sûr les références de tous les documents qui sont publiés sur l'Union européenne, parce que ma démarche, ça a été, si vous voulez, de m'appuyer, de dire mais quelle est la communication de l'Union européenne sur tel et tel problème, et de montrer comment les faits s'inscrivent en faux contre ce qui est communiqué par l'Union européenne.
Donc, ce que vous dites, Jean-Louis Isenberg, avec documents à l'appui, c'est que quel que soit, je dis pas, mais quel que soit ce qu'on va voter, ça changera rien au schmilblick. C'est presque ça. C'est comme ça qu'il voit les choses, en tout cas. C'est comme ça qu'il voit les choses. Alors, on peut espérer je voulais vous dire aussi. Oui. Je voulais vous dire aussi, André, c'est que j'ai rencontré, dans le cadre de mon enquête, vous avez pu le voir, il y a un seul parti qui a dénoncé cette fête et qui n'a jamais accès aux médias. J'ai rencontré le secrétaire national du PRCF, qui est le pôle de renaissance communiste en France, qui a quitté, qui s'est fondé en 2004, qui a claqué la porte du PCF, des élus, des militants, qui sont réorganisés au niveau national, et ils appellent à l'abstention, et ils font un travail formidable parce qu'ils expliquent très clairement pourquoi ils appellent à l'abstention, et justement ce qui est en train de se préparer au sein de l'Union européenne, dont je viens de vous parler. Pôle de renaissance communiste en France, c'est très intéressant. On va regarder ça. Oui. J'ai rencontré Fadi Kassem, qui est le secrétaire national. J'ai eu du mal à le rencontrer parce qu'il m'a dit, nous, les manifestations gentiment organisées entre nations et républiques, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, parce qu'ils ont mis au point un programme qu'ils sont en train d'affiner pour sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, et pour justement faire une France souveraine et qui coopère avec tous les pays d'Europe. Et il m'a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller au-devant des gens pour recueillir leur avis et travailler avec eux à ce programme. Mais alors, il était à côté des infirmières qui étaient renvoyées du jour au lendemain parce qu'elles s'étaient suspendues. Après, ils étaient en Bretagne avec les marins pêcheurs en grève à Brest. Après, il était avec les agriculteurs. Donc, il faut arriver à choper. Mais j'ai eu avec lui un entretien passionnant, je veux dire. Je comprends. En tout cas, Jean-Louis Isenberg, vous nous apportez des informations, je dois dire, qui n'apparaissent pas vraiment, même pas à la surface, qui n'apparaissent même pas entre deux eaux. On continue d'en parler et avec nos auditeurs, juste après ça, restez avec nous. C'est passionnant. Et vous serez avec nous en direct 0826 300 300 pour poser vos questions et pour réagir dans l'émission avec Jean-Louis Isenberg et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, toujours avec Jean-Louis Isenberg. On parle d'Union européenne et nous avons Bruno qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno. Oui, bonjour André, bonjour à Jean-Louis Isenberg que j'ai connu il y a très longtemps dans le Val-de-Marne. Écoutez, je me permets de vous appeler parce que c'est vrai que quand j'étais collégien, comme tout le monde, on nous a appris que l'Europe c'était la paix. Alors je voulais avoir le sentiment de Jean-Louis Isenberg, comment est-ce qu'il explique que quelle que soit la nécessité que ressent l'Union européenne, Madame von der Leyen, Monsieur Charles Michel, de soutenir l'Ukraine, il n'y a eu en fait aucune tentative de négociation avec les Russes puisqu'il faudra bien arriver tôt ou tard, aboutir tôt ou tard à une négociation. Donc ça c'est la première question. Pourquoi est-ce que l'Union européenne s'est lancée dans un soutien total à l'Ukraine sans même tenter d'ébaucher garder une porte ouverte pour négocier un jour avec les Russes? Et la deuxième question, moi, qui m'inquiète le plus, c'est est-ce qu'il pense que Madame von der Leyen, Monsieur Charles Michel, bref, la direction de l'Union européenne, aurait la possibilité de nous entraîner dans une guerre, une confrontation directe avec la Russie? Jean-Louis Isenberg. Oui, alors concernant l'attitude de l'Union européenne, elle est bien évidemment, des dirigeants de l'Union européenne. Oui. C'est une attitude qui est guidée par le souci de répondre à la demande de Washington, des milieux impérialistes de Washington, qui veulent bien évidemment, qui font tout pour permettre à leur société transnationale de s'accaparer l'économie ukrainienne. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est de transformer l'Ukraine, qui est au cœur de l'Europe, en une place forte, de manière à pouvoir par la suite attaquer la Fédération de Russie. On a affaire à des gens qui jouent avec le feu. Mais je pense que les milieux de Washington commencent à devenir plus prudents. Oui. Et c'est là que l'on mesure les propos d'Emmanuel Macron et de dirigeants de l'Union européenne, pas tous, mais de von der Leyen notamment et d'autres, sont complètement irresponsables. Ensuite, il faut savoir également, concernant la deuxième question, c'était sur
Pour l'Ukraine, quand même, une chose, c'est qu'il y a eu des accords de paix qui ont été, comme vous le savez, les accords de Minsk 1 et Minsk 2 en 2014 et en 2015. Il y avait deux dirigeants politiques qui étaient responsables du suivi et de l'application de ces accords. Hollande et Merkel, pour aller vite. Voilà. Et non seulement ils ne les ont pas fait appliquer, mais en plus de ça, ils ont profité des accords de paix pour armer l'Ukraine. C'est-à-dire que ça fait de Emmanuel Macron un complice de crimes de guerre, parce que il faut voir que ce sont des crimes de guerre qui ont été commis par la dictature de Kiev, et elle n'a pu être commis, et le conflit n'a pu perdurer que par les armes qu'a reçues le régime de Kiev et de l'Union européenne, principalement de la France et des États-Unis. Oui, enfin, il y a eu, disons, crimes de part et d'autre, Jean-Louis Isenberg, mais juste un mot. Et puis, il faut pas oublier on en a parlé hier très longuement dans l'émission, c'est que en mars et avril 2022, il a failli avoir un accord entre la Russie et l'Ukraine, et que Boris Johnson s'est empressé de dénoncer et de casser. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Nous avons Claude qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour André Berkoff. Bonjour Monsieur Isenberg. Je n'ai pas le bonheur de connaître, mais que j'ai eu le bonheur d'entendre. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir, parce que vraiment votre émission, si elle n'existait pas, faudrait l'inventer. Merci. Et non, alors moi, à l'appui de ce qu'a dit Monsieur Isenberg, je partage complètement. Moi, j'ai vu et j'ai lu de manière documentée aussi que les Américains, à la fin de la guerre, en fait, nous considéraient la France comme un pays vaincu et que, comme l'Allemagne d'ailleurs, ils avaient des bases chez nous, c'était occupé, ils avaient une administration qui était prête à être mise en place et dans laquelle donc tous les gens dont vous avez parlé, comme les pères de l'Europe et tout ça, étaient évidemment coacteurs ou impliqués. Et c'est parce que De Gaulle a mis le holà et qu'il a très vite repris le pouvoir qu'on a évité ça. Mais je rappelle que finalement, dans le jeu européen, les Américains s'appuyaient davantage sur l'Allemagne que sur la France, justement pour bloquer la France. Et j'en veux pour preuve, moi, ce qui s'est passé avec le problème de l'électricité, ce marché de l'électricité que l'Europe a voulu imposer et tout, c'était fait en fait, et tout ça c'était bien fait pour casser finalement le service public qui marchait très bien en France et qui était celui de l'électricité, qui était le plus gros du monde d'ailleurs. Donc il fallait démolir ça. C'est pour ça que les Allemands, par exemple, ont fait une énorme pression à un moment où le nucléaire français et l'entreprise Siemens en Allemagne étaient en train d'essayer de préparer le réacteur du futur pour l'Europe, qui aurait été franco-allemand. Les Allemands ont tout fait pour monter les normes de sécurité à un niveau tel, sous la pression des Verts allemands, que ce soit plus techniquement et économiquement réalisable, et ça a capoté. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça. Alors, moi je dis pour les auditeurs qui diraient, mais c'est pas possible, ce monsieur Isenberg, c'est un complotiste. Ben non, il y a un autre qui a écrit aussi un livre passionnant là-dessus, c'est Philippe de Villiers. Le titre du bouquin, c'est J'ai tiré le fil du mensonge et tout est venu, et il explique aussi avec preuve. Tout à fait, Claude, on va pas s'étendre trop là-dessus, c'est très clair, vous avez dit. Je voudrais quand même rappeler une chose, pour pas être manichéen à notre tour, que les Américains, je dirais que si les Ruskov n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, mais si les Ricains n'étaient pas là, disait Sardou, et c'est pas faux, nous serions aussi tous en Germanie. Donc, il faut quand même avoir un peu de nuance. Moi, je suis radical de la nuance, et pas le contraire. Mais Jean-Louis Isenberg, je voudrais rappeler ceci. Aujourd'hui, quand même, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que ce que vous dites, enfin votre enquête en tout cas, etc., vous avancez des faits, mais enfin demain, est-ce que c'est pas l'Amérique elle-même que si par exemple Trump revient au pouvoir, il va évidemment défendre les intérêts américains, mais peut-être de façon très différente que le défend un Joe Biden. Est-ce que les contre-pouvoirs, en fait, il faut le dire, ne sont pas plus forts aux États-Unis, et on le voit très bien avec la crise de la santé et le reste, qu'en France, où les contre-pouvoirs aujourd'hui, on ne voit pas très bien ce qu'ils font. Si, c'est évident. Du reste, dans le même ordre d'idées, si vous voulez, André, j'ai souvent, en ce moment, j'ai des critiques de la part de gens qui disent il faut voter UPR, il faut voter Patriote, etc.
Mais je pose à ces gens déjà la question du bilan, et puis pour ceux qui n'étaient pas au Parlement européen, s'il n'y avait pas de bilan, je pose la question aussi du pouvoir. Alors on dit oui, mais il faut voir en Angleterre, Nigel Farage, etc. Ouais, avec une différence quand même, c'est que Monsieur Nigel, il avait un soutien non seulement populaire, il y avait quand même à l'époque des centaines de milliers, voire des millions d'Anglais qui manifestaient pour le Brexit. Tout à fait. Et il avait un soutien à la Chambre des communes. Ouais. Il faut voir que quand le référendum de 2016, les habitants, les citoyens, la population du Royaume-Uni a décidé de se retirer de l'Union européenne, ça a duré 4 ans, la comédie, pour essayer d'empêcher l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Ils ont même été jusqu'à essayer de refaire faire un référendum où ils ont été battus à la Chambre des communes, et ils ont même été jusqu'à refaire voter les Anglais lors des élections européennes, alors qu'ils avaient déjà voté par référendum pour se retirer. C'est pour vous dire que vous avez un contre-pouvoir qui est quand même plus fort. Alors après, on peut discuter de la nature du contre-pouvoir, mais il y a un contre-pouvoir qui est plus fort de manière générale dans les pays anglo-saxons que dans les pays latins. Européen. En France, nous n'avons plus l'opposition. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, du Rassemblement national au Parti communiste, exception faite de quelques très rares députés, ce sont tous des européistes, plus ou moins, quand ils sont présents à l'Assemblée nationale. Hein. Ouais. Donc, ce que vous dites, et pour terminer, si je vous écoute, si on vous écoute, et on vous a écouté, Jean-Louis Isenberg, c'est presque élection piège à con, pour vous? Ah, c'est un scrutin de dupe. Je vais vous dire, permettez-moi de vous donner encore juste en quelques secondes, parce que malheureusement, on est en fin d'émission. Allez-y. Voilà, l'extrait d'un document peu connu qui a été réalisé par le Système européen d'analyse politique et stratégique de l'Union européenne, le SPAS, c'est-à-dire qui travaille avec la Commission européenne, le Parlement européen, le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et le service européen pour l'action extérieure, qui fait les prévisions. Selon ses prévisions pour l'année 2030, je cite, « La crise continuera d'affecter les membres les plus vulnérables de la société, une augmentation de 45% du chômage, un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions de citoyens de l'Union européenne et l'exclusion des jeunes, dont 14 millions ne sont ni étudiants, ni employés. » Eh bien, Jean-Louis Isenberg, c'est sur ces propositions et prévisions d'un avenir radieux que nous vous disons au revoir. Je dis bien au revoir et à bientôt. Merci Jean-Louis Isenberg d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Merci à l'équipe de Sud Radio. On rappelle votre livre Bilan noir, l'Union européenne contre la France, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On se retrouve demain sur Sud Radio entre midi et 14h avec André Berkoff, comme tous les jours. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.